Le matin parisien se levait au son familier des vélos sur les pavés mouillés, tandis que moi, Simone Dubois, rangeais les assiettes du petit déjeuner dans la petite cuisine de mon appartement du 11e arrondissement. À 68 ans, veuve depuis 5 ans, je m'étais habituée au rituel solitaire de préparer une seule tasse de café, écoutant l'écho des pas pressés des voisins descendant les escaliers de bois grinçants. L'odeur du pain frais des boulangeries s'infiltrait par les fenêtres mal isolées, se mêlant à l'arôme du café amer, mon unique compagnon matinal. Les murs écaillés du petit appartement semblaient témoigner de ma routine monotone, où chaque geste se répétait avec la précision mélancolique de qui n'a plus nulle part où aller. Paris continuait sa danse frénétique dehors, mais à l'intérieur de ces 4 murs, le temps semblait suspendu dans une éternité silencieuse et froide. L'appel que j'attendais n'arrivait jamais, pas plus que les visites promises et oubliées, à la dernière minute. Mes enfants menaient leur vie trépidante dans différents quartiers de la capitale, trop occupés par leur carrière, leurs relations et leurs responsabilités, qui n'incluaient pas une mère considérée comme dépassée. Les lettres que j'écrivais restaient sans réponse pendant des semaines, et quand j'obtenais enfin un contact, les conversations étaient courtes et protocolaires, remplies d'excuses polies concernant des engagements inévitables. Assise près de la fenêtre donnant sur la rue Oberkampf, j'observais les jeunes professionnels marcher rapidement vers le métro, leurs visages éclairés par les écrans de leurs téléphones portables, indifférents au monde qui les entourait. Le sentiment d'invisibilité grandissait chaque jour, comme si je n'étais qu'un meuble ancien de plus dans ce Paris qui se modernisait rapidement, laissant derrière lui ceux qui ne parvenaient pas à suivre son rythme implacable. Le déjeuner familial dans le Marais fut le moment où tout s'écroula définitivement, lorsque mon fils aîné, Laurent, fit cette blague cruelle sur mon inutilité devant tous les parents réunis dans le petit bistrot de la rue des Rosiers. Les rires résonnèrent dans l'ambiance chaleureuse, où l'arôme des fromages et des vins contrastait avec l'amertume que j'ai ressentie en ravalant ma salive à cet instant humiliant. Ma petite fille adolescente, Margot, ne leva même pas les yeux de son portable pour me défendre, tandis que ma belle-fille souriait avec dédain, comme si elle avait enfin la confirmation que j'étais bien un poids mort pour la famille. Les mots « vieille inutile » résonnèrent dans mon esprit tout le long du chemin du retour, tandis que je marchais dans les rues couvertes de feuilles automnales, sentant que chaque passant pouvait voir mon insignifiance imprimée sur mon visage ridé et mes épaules courbées par la défaite. 2 jours après cet épisode dévastateur, un appel inattendu allait complètement changer le cours de mon histoire. C'était Madame Bertrand, coordinatrice d'une association communautaire à Montreuil, me proposant un travail temporaire pour aider des familles en difficulté en banlieue parisienne et à Marseille. Au début, j'ai profondément hésité, me demandant si j'avais réellement l'énergie et la compétence pour une telle responsabilité à 68 ans. Mais quelque chose en moi s'est rebellé contre la résignation qui avait dominé mes dernières années. J'ai accepté le défi le cœur battant, ressentant un mélange de peur et d'excitation que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. La perspective d'être utile à nouveau, de contribuer effectivement à quelque chose de plus grand que ma routine domestique, a réveillé une étincelle d'espoir que je jugeais éteinte pour toujours. C'était ma chance de prouver, principalement à moi-même, qu'il y avait encore de la vie qui pulsait dans ce corps fatigué et dans cet esprit sous-estimé par tous ceux qui m'entouraient. Le voyage à Marseille fut un choc culturel et sensoriel qui me sortit complètement de ma zone de confort parisienne. La chaleur écrasante de la Méditerranée contrastait violemment avec l'humidité froide des hivers du 11e arrondissement, tandis que l'accent provençal prononcé des habitants du coin mettait à l'épreuve ma compréhension habituée aux Français élégants de la capitale. Sur les marchés colorés du port, j'ai appris à négocier les prix des poissons frais et des épices aromatiques, découvrant des compétences que j'ignorais posséder, tout en affrontant le scepticisme initial des familles assistées, qui doutaient de la capacité d'une « madame parisienne » à comprendre leurs besoins réels.
Le travail avec la technologie de base s'est révélé être un obstacle presque infranchissable. Ordinateur, tableur numérique et applications de communication semblaient des obstacles gigantesques pour quelqu'un qui préférait encore écrire des lettres à la main. Mais la détermination de ne pas abandonner m'a fait persister à travers chaque erreur et frustration, transformant lentement la méfiance, en curiosité authentique. L'hiver rigoureux apporta ma décision la plus risquée. Miser mes maigres économies sur une formation professionnelle pour réinsérer de jeunes chômeurs sur le marché du travail, affrontant non seulement la pression financière, mais aussi le sabotage de personnes qui se délectaient de voir une personne âgée se mêler de ce qui ne la regardait pas. La presse locale transforma mon initiative en scandale, questionnant ma santé mentale et ma compétence, tandis que Laurent me téléphonait quotidiennement, exigeant que je retourne à la sécurité de la retraite passive et invisible. Sur les quais marseillais, entre l'arôme pénétrant de la bouillabaisse et le vent salé qui fouettait mon visage ridé, je pris la décision qui définirait non seulement mon avenir, mais celui de plusieurs familles. Je choisis le courage au détriment de la sécurité, misant sur la possibilité d'une transformation réelle, au lieu de me contenter de la médiocratie confortable que tous attendèrent de moi. Et ce fut à ce moment-là, face à la mer infinie, que je compris enfin que vivre signifiait bien plus que simplement exister. 6 mois plus tard, les fruits de mon entêtement commencèrent à apparaître de manière surprenante. Le cours que j'avais créé forma 15 jeunes aux techniques culinaires traditionnelles provençales et mon petit-fils Pierre obtint un poste dans une boulangerie artisanale renommée à Aix-en-Provence, se spécialisant dans les pains bio qui conquirent la clientèle exigeante de la région. La fierté brillait dans ses yeux quand il m'appelait pour me raconter les recettes ancestrales qu'il apprenait, mêlant tradition familiale et innovation contemporaine. Laurent, qui se moquait auparavant de mon aventure sénile, me sollicitait désormais pour des conseils sur la manière de motiver sa propre équipe au bureau parisien, reconnaissant finalement que l'expérience et la détermination valaient là plus que la jeunesse sans but. La transformation ne fut pas seulement professionnelle, mais profondément personnelle. Je redécouvris le plaisir de me lever tôt, de planifier le lendemain, de sentir que chaque matin apportait de réelles possibilités de faire la différence dans la vie de quelqu'un, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a passion et objectif. Les après-midi du dimanche prirent un nouveau sens, lorsque toute la famille commença à se réunir régulièrement dans mon petit appartement, qui n'était auparavant visité que par obligation ou pitié. Margot, ma petite fille adolescente, rangeait désormais son portable pendant nos conversations, s'intéressant sincèrement aux histoires que je rapportais de Marseille et aux personnes extraordinaires que je rencontrais grâce au travail communautaire. Ma belle-fille, qui m'avait toujours traitée avec une condescendance polie, commença à me consulter sur des questions familiales importantes, respectant mon opinion et mon expérience de vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. L'appartement se remplissait de rires, de l'arôme des plats provençaux que j'avais appris à préparer, et du joyeux brouhaha des conversations simultanées qui s'étendaient jusqu'au soir. Paris n'avait pas changé son architecture ou son rythme effréné, mais ma perspective sur la ville s'était complètement transformée. Je voyais désormais des opportunités là où je ne percevais avant que de l'indifférence, des connexions humaines, là où je ne ressentais que de l'isolement. La reconnaissance vint d'où je m'y attendais le moins. La mairie de Marseille m'invita à être consultante pour des projets sociaux destinés aux seniors, profitant de mon expérience pratique à mobiliser des ressources et des personnes pour des objectifs communs. Les journaux locaux, qui quelques mois plus tôt questionnèrent ma santé mentale, publiaient désormais des articles élogieux sur mon initiative, me qualifiant d'exemple inspirant de réinvention personnelle et soulignant comment mon histoire démontrait que les limites d'âge n'existent que dans nos esprits. Je reçus des lettres d'autres femmes de ma tranche d'âge, me demandant des conseils sur la façon de recommencer après des années d'invisibilité sociale, et je réalisais que mon parcours personnel
était devenu quelque chose de bien plus grand qu'une simple quête de sens. Les matins parisiens continuaient d'être froids et pluvieux. Mais je les affrontais avec une énergie renouvelée, sachant que chaque jour apportait des opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer des gens intéressants et de contribuer efficacement à des transformations positives dans ma communauté élargie. L'été apporta le changement le plus significatif. Je décidai de partager mon temps entre Paris et une petite maison que j'ai louée à Aix-en-Provence, près de la boulangerie où Pierre travaillait, créant une routine qui combinait le meilleur des deux mondes. Les week-ends provençaux devinrent des moments magiques, lorsque toute la famille se réunissait pour des déjeuners prolongés sous les arbres centenaires du jardin, dégustant des vins locaux et des plats que je préparais avec des ingrédients frais des marchés régionaux. Laurent venait avec sa femme et ses enfants. Margot aidait en cuisine en apprenant d'anciennes recettes. Et les conversations coulaient naturellement entre les générations, créant des souvenirs précieux qui remplaçaient des années de distance et d'incompréhension. Le soleil méditerranéen dorait notre table improvisée, illuminant des visages souriants et des gestes affectueux qui démontraient comment l'amour familial peut renaître lorsqu'il était nourri par le respect mutuel et une admiration sincère. Je découvris que le bonheur n'est pas lié à l'âge, mais à la capacité de se réinventer constamment, en dépassant les limitations imaginaires et les préjugés des autres. Les soirées d'hiver à Paris prirent une nouvelle texture lorsque je commençais à recevoir des groupes de personnes mûres, intéressées par la discussion de projets sociaux et d'opportunités de bénévolat significatifs. Mon petit appartement du 11e arrondissement se transforma en un lieu de rencontre pour des rêveurs qui, comme moi, refusaient d'accepter que la retraite signifiait une insignifiance sociale ou intellectuelle. Nous partagions des expériences, des ressources et des connexions, créant un réseau de soutien mutuel qui renforçait chaque membre individuellement et le groupe dans son ensemble. Le téléphone qui restait auparavant silencieux pendant des jours sonnait désormais constamment avec des appels de personnes sollicitant ma collaboration dans diverses initiatives, des jardins communautaires, au programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs. Mon agenda devint plus chargé que celui de nombreux jeunes cadres, prouvant que l'énergie et la productivité ne dépendent pas de la date de naissance, mais exclusivement de la motivation personnelle et d'un sens clair et défini du but. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir le matin, je vois la même femme de 68 ans, avec des rides et des cheveux gris, mais avec des yeux qui brillaient d'une manière complètement différente. Il y a de la vie, du but et de la fierté, là où il n'y avait auparavant que fatigue et résignation. Les mots « vieille inutile » qui ont résonné dans ce bistrot du Marais se sont transformés en carburant pour un voyage de découverte de soi qui a prouvé, principalement à moi-même, que nous sommes capables de nous réinventer à n'importe quelle étape de la vie lorsque nous avons le courage de défier les attentes des autres et les limitations auto-imposées. Mon histoire est devenue une source d'inspiration pour d'autres personnes qui, comme moi, ont été sous-estimées par la société et par leur propre famille, démontrant que l'âge apporte sagesse, expérience et des perspectives uniques qui peuvent être canalisées vers des transformations extraordinaires. Entre Paris et la Provence, entre les souvenirs du passé et les rêves du futur, j'ai construit une nouvelle version de moi-même qui honore à la fois mon histoire et mon potentiel encore inexploré, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir de quoi nous sommes réellement capables lorsque nous croyons en notre propre valeur. Ma routine actuelle aurait été impensable il y a quelques années. Je me lève à 6 heures du matin pour répondre à des emails de 3 projets simultanés, prépare le café tout en révisant les feuilles de budget pour l'association de Montreuil, et avant 8 heures, je marche déjà dans les rues parisiennes en direction du bureau temporaire que nous avons installé dans une ancienne usine Reconvert. Y est en espace culturel. Le bâtiment en briques apparentes du 20e arrondissement abrite notre quartier général,
où je coordonne une équipe de bénévoles qui comprend aussi bien des cadres retraités que des étudiants universitaires, tous unis par l'objectif commun de créer de réelles opportunités pour ceux que la société considérait comme jetables. Les matinées se remplissent d'heures de réunions productives, où mon expérience de vie se combine à l'enthousiasme juvénile des collaborateurs plus jeunes, créant une synergie qui surprend même les sceptiques les plus résistants. Le bruit des travaux de rénovation urbaine alentour se mêle à nos discussions animées, symbolisant parfaitement comment de vieilles structures peuvent être transformées en quelque chose de nouveau et fonctionnel. L'impact de notre travail s'est étendu au-delà des frontières que nous imaginions possibles. Nous avons déjà réussi à employer plus de 100 personnes en situation vulnérable, des mères célibataires qui avaient besoin d'horaires flexibles aux hommes d'âge moyen qui ont perdu leur emploi dans des secteurs traditionnels et ne savaient pas comment s'adapter aux exigences du marché contemporain. Notre réseau s'est étendu à des villes comme Lyon et Toulouse, où nous avons reproduit des méthodologies développées empiriquement par essais et erreurs, en les adaptant toujours aux spécificités locales et culturelles de chaque région. Les réussites se multiplient chaque semaine. Il y a l'ancien ouvrier qui est devenu chef spécialisé en cuisine sénégalaise, l'immigrante marocaine qui a monté son propre atelier de couture, et le jeune de banlieue qui a découvert un talent exceptionnel pour la menuiserie artistique. Chaque histoire représente non seulement une transformation individuelle, mais une famille entière qui a retrouvé dignité et espoir, créant des vagues de changements positifs qui se propagent organiquement à travers les communautés concernées. Les voyages pour superviser nos projets régionaux sont devenus des aventures enrichissantes qui me connectent profondément à la diversité culturelle française. À Toulouse, j'ai appris des techniques aéronautiques adaptées à des meubles sur mesure. À Lyon, j'ai découvert comment des traditions textiles centenaires peuvent être modernisées pour conquérir des marchés contemporains. À Nice, ont pris comment le tourisme saisonnier peut générer des opportunités permanentes lorsqu'il est bien planifié stratégiquement. Chaque ville m'enseigne de précieuses leçons sur la résilience, la créativité et l'adaptabilité humaine, tandis que les trains à grande vitesse me transportent à travers des paysages qui changent au gré des saisons, reflétant ma propre transformation continue. Des hôtels simples mais confortables sont devenus ma deuxième maison, où je planifie le lendemain en dégustant des vins locaux et en notant mes impressions dans un carnet qui est devenu un précieux témoignage de ce voyage inattendu. La France s'est révélée beaucoup plus grande et plus diverse que je ne l'imaginais pendant mes années de réclusion parisienne. Ma relation avec la technologie a évolué de manière drastique. Ce qui représentait initialement un obstacle insurmontable s'est transformé en un outil puissant pour amplifier notre portée et notre efficacité opérationnelle. J'ai appris à utiliser des applications de visioconférence pour coordonner des réunions avec des équipes réparties géographiquement. Je maîtrise des tableurs complexes qui organisent les données de centaines de bénéficiaires. Et je maintiens même une présence active sur les réseaux sociaux professionnels, où je partage des idées sur la réinvention professionnelle à la 60aine. Margot, ma petite fille, est devenue ma consultante informelle en matière numérique. Et nos rencontres ont pris une nouvelle dimension lorsqu'elle me montre des astuces technologiques, tandis que je partage des stratégies de gestion humaine, développées au cours de décennies d'observation et d'expériences pratiques. Cet échange intergénérationnel a renforcé notre lien familial d'une manière que je n'aurais jamais anticipée, la transformant en l'une de mes principales soutiens et conseillères, inversant complètement la dynamique antérieure où je me sentais inutile et déconnectée du monde moderne. La reconnaissance institutionnelle est arrivée par une invitation inattendue. Le ministère du Travail m'a demandé d'intégrer une commission nationale sur l'emploi des seniors, reconnaissant notre méthodologie comme une référence pour les politiques publiques destinées à la population mature, désireuse de rester économiquement active. Participer à des réunions à Matignon
siéger à la table avec des secrétaires d'État et contribuer efficacement à des décisions qui affecteront des millions de Français représente une inversion complète de ma trajectoire. De femme invisible et sous-estimée à consultante respectée sur des questions sociales complexes. Les sessions se déroulent dans des salles historiques où de grandes décisions politiques ont été prises au fil des siècles. Et ma présence là-bas symbolise comment l'expérience vécue peut être plus précieuse que les diplômes universitaires lorsqu'il s'agit de comprendre les besoins humains réels. Laurent est maintenant fier publiquement de mes réalisations, me présentant comme un exemple inspirant dans ses propres présentations d'entreprise, démontrant comment notre réconciliation familiale reflète des transformations plus larges dans ma vie personnelle et professionnelle. La perspective de l'avenir me remplit d'attentes positives, au lieu de la peur qui dominait autrefois mes pensées sur le vieillissement. À 69 ans, j'ai des projets pour les 5 prochaines années, qui incluent l'expansion de notre réseau vers les pays voisins, l'écriture d'un livre sur la réinvention professionnelle mature, et peut-être même l'acceptation de l'invitation à enseigner dans une école de commerce parisienne sur la gestion des ressources humaines dans les organisations sociales. Mon énergie reste élevée parce que j'ai enfin trouvé un but qui aligne passion personnelle et impact social concret, prouvant que l'âge peut être un avantage concurrentiel lorsqu'il est combiné avec détermination et expérience accumulée. Les miroirs ne mentent pas sur les rides et les cheveux gris, mais ils reflètent les yeux brillants de quelqu'un qui a découvert que chaque matin apporte des possibilités infinies de croissance, d'apprentissage et de contribution significative à un monde meilleur. Cette histoire qui a commencé par l'humiliation s'est transformée en une célébration de la capacité humaine à transcender les limitations imposées de l'extérieur, démontrant qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir notre véritable vocation et potentiel. Les dimanches d'Anne sont devenus sacrés pour moi d'une manière complètement nouvelle. C'est le moment où toute la famille se réunit dans le petit appartement qui déborde maintenant de vie, où les murs autrefois témoins de solitude résonnent aujourd'hui de rires sincères et de conversations profondes qui s'étendent de l'après-midi jusqu'au soir. Pierre apporte des pains artisanaux de sa boulangerie. Margot contribue avec des desserts qu'elle a appris à faire en regardant des vidéos sur YouTube. Laurent arrive chargé de vins sélectionnés et d'histoires amusantes du bureau, tandis que ma belle-fille, qui me traitait auparavant avec un dédain poli, me sollicite maintenant pour des confidences sur les défis matrimoniaux et les doutes sur l'éducation des enfants. La table s'étend sur toute la pièce, couverte de nappes provençales que j'ai rapportées de mes voyages, et l'arôme de ratatouille maison rivalise avec le parfum des fleurs fraîches qui ornent désormais chaque pièce de l'appartement. Ces rencontres représentent bien plus que des réunions familiales. Ce sont des célébrations d'une reconnexion qui semblait impossible quand je n'étais qu'une vieille femme invisible, attendant des visites qui n'arrivaient jamais. Ma correspondance s'est transformée de manière spectaculaire. Là où auparavant n'arrivaient que des factures et des publicités, je reçois maintenant des lettres émouvantes de personnes du monde entier qui ont pris connaissance de mon histoire grâce à des articles publiés dans des magazines internationaux sur le vieillissement actif et la réinvention professionnelle. Une dame de 72 ans du Canada m'a écrit pour me raconter comment mon parcours l'a inspirée à retourner à l'université pour étudier la psychologie. Un homme retraité d'Allemagne a raconté comment il a créé un atelier de menuiserie pour jeunes en difficulté après avoir lu sur nos projets. Une veuve italienne de 65 ans a ouvert un petit restaurant spécialisé dans les plats régionaux après avoir été encouragée par mon exemple de nouveau départ tardif. Chaque lettre représente une graine de transformation qui a été plantée à travers mon propre parcours, créant un réseau invisible de changements positifs qui se propage bien au-delà des frontières françaises. Je réponds personnellement à chaque message, offrant encouragement et conseils pratiques basés sur des expériences réelles. Le partenariat avec des universités européennes a ouvert des horizons académiques que je n'aurais jamais imaginé explorer.
Je participe désormais régulièrement à des conférences sur la gérontologie sociale, où mon expérience pratique dialogue avec des théories développées par des professeurs et des chercheurs renommés dans le domaine du vieillissement de la population. Ma première conférence à la Sorbonne fut à la fois terrifiante et émouvante. Devant un public de 200 étudiants et professionnels, j'ai partagé les leçons apprises au cours de ces années de transformation personnelle et d'impact social, démontrant comment les données statistiques se traduisent en vie réelle de personnes qui font face quotidiennement aux préjugés liés à l'âge. Le retour a été extraordinairement positif, ce qui a entraîné des invitations dans des universités de Barcelone, Amsterdam et Zurich, où j'ai reproduit cette présentation adaptée aux spécificités culturelles locales. J'ai découvert un talent pour la communication publique qui était resté en sommeil pendant des décennies, prouvant une fois de plus que des potentiels inexplorés peuvent surgir à tout âge lorsque nous avons le courage de nous exposer à de nouvelles expériences stimulantes. Le projet pilote que nous avons développé pour la formation numérique des seniors est devenu une référence nationale. En partenariat avec des bibliothèques municipales et des centres culturels, nous avons créé une méthodologie spécifique qui respecte les rythmes d'apprentissage différents et surmonte les barrières technologiques qui éloignent notre génération du monde numérique contemporain. Les cours ont lieu dans des environnements accueillants, avec de petits groupes où personne ne se sent gêné de poser des questions de base ou de commettre des erreurs considérées comme triviales par les plus jeunes. De jeunes bénévoles travaillent en binôme avec des participants seniors, créant des échanges intergénérationnels enrichissants où l'expérience de vie se combine avec une aptitude technologique naturelle, aboutissant à un apprentissage mutuel et à des liens humains inattendus. Le succès se mesure non seulement en compétences techniques acquises, mais surtout en estime de soi, retrouvée par des personnes qui se sentaient exclues de la société numérique. Des municipalités de différentes régions ont déjà demandé la reproduction du programme, transformant une initiative locale en une politique publique à portée nationale. Mon agenda international s'est intensifié avec l'invitation à intégrer le Conseil consultatif de l'Organisation mondiale de la santé sur le vieillissement actif, une position qui me permet d'influencer les politiques globales basées sur des expériences pratiques développées au cours des dernières années grâce au travail communautaire en France. Les réunions ont lieu à Genève, où des diplomates et des experts de dizaines de pays débattent de stratégies pour exploiter le potentiel économique et social des populations vieillissantes rapidement à l'échelle mondiale. Ma contribution se fonde sur des preuves concrètes que les personnes âgées peuvent être des ressources précieuses lorsqu'elles reçoivent des opportunités adéquates et un soutien institutionnel approprié. Le contraste est impressionnant. De femme considérée comme inutile par sa propre famille à conseillère internationale, respectée pour son expertise sur des questions qui touchent des millions de personnes dans le monde. Ces voyages me connectent à des réalités culturelles diverses, élargissant mes perspectives sur le vieillissement et démontrant comment des défis similaires émergent dans des contextes sociaux complètement différents, exigeant des solutions adaptées, mais basées sur des principes universels. En regardant en arrière, je réalise que ce déjeuner humiliant dans le Marais a été le catalyseur nécessaire pour éveiller une force intérieure que j'ignorais posséder. La douleur du rejet familial s'est transformée en carburant pour un voyage de découverte de soi qui a prouvé principalement à moi-même que les limitations imposées par l'âge sont souvent des constructions sociales qui peuvent être remises en question par la détermination et l'action concrète. Mon histoire personnelle est devenue un symbole des possibilités qui existent lorsque nous refusons d'accepter des étiquettes dépréciatives et que nous luttons pour une place digne dans une société qui marginalise souvent ceux qu'elle considère improductifs. Les matins parisiens continuent d'être froids et pluvieux, mais je les affronte maintenant avec un enthousiasme sincère, sachant que chaque jour apporte des opportunités d'apprendre, de grandir et de contribuer positivement à des transformations sociales significatives.
À 69 ans, j'ai découvert qu'une vie pleine n'a pas de date de péremption. Elle dépend exclusivement de notre capacité à nous réinventer constamment, en surmontant les préjugés des autres et nos propres limitations auto-imposées, prouvant que les rêves ne vieillissent pas lorsqu'ils sont alimentés par une véritable passion et un but clair.